Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Nouvel épisode avec une entrepreneure avec une carrière longue et très expérimentée dans tout l'univers du marketing et de la communication. C'est Sandrine Leroy. Bonjour Sandrine. Bonjour Patrick. Comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Bah oui, mais oui, écoute, yes. Là, merci de m'avoir invité. Écoute, c'est un plaisir. C'est un plaisir. On s'est nous croisés, rencontrés sur les réseaux. Vive les réseaux et notamment le réseau par excellence, le réseau professionnel LinkedIn, qui on va le voir, on sera amené à en parler, est une fabuleuse solution pour tout ce qui touche au business et à la marque personnelle. Tu vas nous raconter ça. Et donc on s'est croisés parce que moi j'ai rebondi sur un post que tu avais fait qui marquait une étape importante dans ta carrière, puisque tu es donc après avoir passé pas mal de temps à des postes à très haut niveau dans des grands groupes internationaux en vente et en marketing, eh bien tu as monté en fait ton entreprise, tu as monté une agence de communication. Et puis tu avais fait ce poste-là puisque tu as connu un petit passage à vide et une petite difficulté avec cette agence avant de te relancer. Et moi, j'avais rebondi sur cet épisode-là pour entrer en contact avec toi. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis je me suis dit que tu avais une telle expérience et un tel parcours finalement qui est intéressant pour nous d'ailleurs, parce qu'ici je reçois beaucoup d'entrepreneurs et même que des entrepreneurs. Et toi, dans ton cas, tu as un vrai long passage dans un statut de salarié avant d'avoir basculé dans l'entreprise, dans ta propre entreprise. Et je trouvais ce point de vue intéressant. Alors Sandrine, ce que je vais faire, c'est te proposer tout simplement de te présenter. Alors ça va être plus ou moins difficile dans ton cas parce que le parcours est long et riche. Mais écoute, allez, c'est parti. Donc voilà, je m'appelle Sandrine Leroy, je suis mariée, j'ai 3 enfants, 2 très grands et un qui est deux très grands, 2 qui sont dans la vie active et un qui est encore en études, qui est en études de droit actuellement. Donc effectivement, comme tu l'as dit, on s'est croisés sur les réseaux il y a quelques mois. Un soir de passage à vide, on va l'appeler comme ça. Donc le soir où j'ai fermé la entreprise et qui est passée en liquidation et où le moral était au plus bas. Et c'est vrai que c'est un post sur les réseaux sociaux ce soir-là qui m'a donné envie de rebondir. J'ai eu des centaines et des centaines de messages de solidarité, de gentillesse, de soutien, de bienveillance. Je m'attendais absolument pas à ça. Pas un seul message négatif. Donc, je me dis que la nature humaine est quand même plutôt bonne. Et du coup, ça m'a donné envie très rapidement de rebondir. Mais pour ça, je l'expliquerai après. Donc, effectivement, je suis issue, moi, d'une filière scientifique. C'était en fait, j'ai pas su trop quoi choisir quand j'étais jeune. Je suis plutôt hyperactive.
Donc j'avais envie de tout faire, de tout découvrir. Donc j'aimais les sciences, j'ai fait un bac scientifique. C'est souvent le problème, ça d'ailleurs, hein, quand on sait pas quoi faire. Donc j'ai fait des sciences et puis le commerce j'aimais bien aussi. Donc en parallèle j'ai fait du commerce international. J'ai essayé d'allier les deux, mais c'était un peu compliqué. Et puis en fin de compte, je suis partie dans l'univers de la biologie, qui était donc dans un grand groupe qui s'appelle Abbott, qui est quand même la société qui a mis sur le marché les premiers tests de dépistage du sida et de l'hépatite. Donc c'était quand même une sacrée renommée mondiale, américain. Sacrée renommée mondiale, très gros groupe international, comme tu dis. J'y suis restée de nombreuses années parce que j'y étais bien et que j'ai encore des relations avec les gens qui étaient là-bas. Je suis partie parce qu'on m'a proposé autre chose à un niveau international, donc toujours dans le milieu de la biologie. Et là, j'ai fait effectivement du marketing et de la communication. Donc, j'étais responsable de la communication et du marketing pour l'Europe et le Moyen-Orient. Donc, en relation permanente avec le Japon et avec les États-Unis, ce qui n'était pas trop facile pour les discussions, puisqu'en fait, le seul créneau qui matchait, c'était la nuit. Donc, j'ai passé quelques nuits. Les fuseaux horaires n'étaient pas à ton avantage, là. Mais voilà, on trouve quand même des solutions. Moi, j'ai aucun regret par rapport à cette période, parce que j'ai appris énormément. Je vais pas dire j'ai voyagé beaucoup. Si, j'ai voyagé, mais malheureusement, je n'ai de souvenirs que les salons, les aéroports, les taxis, les hôtels. Les events, les exhibitions qui sont souvent très fatigantes d'ailleurs dans ces cas-là pour faire de show, pour présenter le business et c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Mais bon, voilà, ça a été une très belle période. Et puis c'est vrai que cette contrainte des aéroports et tout ça commençait à me peser un peu. J'étais loin de ma famille et j'ai eu l'opportunité de reprendre une agence de communication qui était à vendre sur Arras, dans le Pas-de-Calais. D'accord. Et donc, oui, tu es dans cette région. Voilà, oui, dans le nord, dans le Grand Nord, et encore il y a plus haut. Et donc sur Arras, le propriétaire, le dirigeant, en fait, le créateur partait en retraite et c'était l'occasion à ce moment-là de reprendre la société. Voilà, ça a été 6 années pas très c'est d'ailleurs ouais. Dis-moi, vas-y, je t'écoute. C'est un sujet. Je voulais rebondir sur le fait que c'était un sujet qui touche quand même beaucoup de monde. C'est ce phénomène tu vois, de la succession des entreprises. Hein. Quand t'es une TPE, une PME et que t'as pas, par exemple, la famille, les descendants qui sont dans la boîte ou qui reprennent, tu te retrouves. On a comme ça en France un grand nombre de sociétés et de sujets d'ailleurs intéressants qui sont effectivement cette reprise d'activité. Et donc toi, tu es un petit peu je dirais un exemple classique de cadre dans un grand groupe avec une carrière qui à un moment donné, boum, bascule dans l'entrepreneuriat avec le rachat d'une entreprise. Là, c'était dans la communication puisque c'était un peu tes affinités et ton expérience. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça, le sujet de rachat, parce qu'on parle toujours de créer des entreprises, créer des boîtes, créer des startups, etc. Mais mine de rien, il y a des très beaux, souvent, il y a des très beaux fleurons d'entreprises qui, tout simplement, ont du mal à trouver preneur, en fait. Donc c'est un vrai sujet, ça. Tout réside dans l'accompagnement. Clairement, il faut être bien accompagné par le cédant. Oui. Si c'est pas le cas, et là ça n'a pas été le cas malheureusement, ça se passe mal, quoi. Ouais. Compliqué. Voilà. Mais sinon, c'était une très belle expérience. Mon père était entrepreneur, donc je me suis dit que voilà, je voulais connaître cette aventure après des années de salariat. C'est là qu'on se dit que être salarié c'est extrêmement confortable. Je le dis à tous les salariés qui écouteront ce podcast et à tous les entrepreneurs qui savent de quoi je parle. C'est très confortable. On sait qu'on a des vacances, on sait qu'on a des soirées, qu'on travaille avec certaines limites, même si on s'engage beaucoup, puisque je l'ai fait, donc je peux en témoigner. Mais voilà, être entrepreneur, c'est vraiment autre chose, quoi. On passe un gap. On a
des soirées préoccupées, des week-ends à travailler, on ne trouve plus les limites. Les vacances, elles sont forcément très compliquées, très compliquées à poser, et on a toujours l'esprit au bureau. Donc c'est vrai que c'est confortable d'être salarié. Je le reconnais. Oui, puis à tout point de vue, tu fais bien de le préciser, c'est que tout à coup, souvent, moi j'ai des discussions comme ça avec des jeunes entrepreneurs dans le sens qui viennent de se mettre à l'entrepreneuriat, qui découvrent avec une certaine violence le fait que quand tu es salarié, tu bénéficies d'infrastructures et de fonctions support au reste des métiers de l'entreprise. Donc toi, tu as une expertise dans un domaine, et puis à côté de ça, tu as toute l'entreprise et tous les autres collaborateurs qui t'apportent évidemment les supports nécessaires. Quand tu crées ta boîte, tu fais tout seul. Au début, en tout cas, avant de commencer à grandir, grossir, etc., tu te retrouves à tout à coup basculer d'une forme, comme tu l'as dit, de confort où tu avais une organisation et des fonctions support à t'es tout seul et tu dois absolument déjà maîtriser et appréhender l'ensemble de compétences que tu n'as pas, hein, puisque c'est évidemment la finance, la compta, la partie RH, le management, l'encadrement, tous les métiers, c'est-à-dire toutes les expertises, tous les métiers techniques et fonctionnels, et tu dois les assumer, et tu dois les connaître un minimum. Et donc ça, c'est très violent. Ouais. C'est très on doit violent. être en fait le cerveau de l'entreprise et savoir tout faire, et à chaque moment où on nous sollicite. Donc c'est vrai que c'est extrêmement prenant, extrêmement fatigant. Et puis bon, voilà, il y a des fois, je pense que ça doit marcher. Cette fois-là, ça n'a pas marché. Il faut dire qu'on a eu un contexte très très compliqué avec le Covid aussi, qui n'était absolument pas particulier. Moi, quand j'ai repris l'agence, c'était à ce moment-là, cette opération que tu as fait de racheter l'agence, ça a été au moment du Covid. Juste après le rachat, par contre, c'était un rachat d'une agence qui était en plan de sauvegarde. Elle sortait de plan de sauvegarde. Donc, en plan de sauvegarde, d'accord, ok. Qui avait des difficultés, c'est mon rachat qui a permis de la sortir de ce plan de sauvegarde. Donc ça, c'est quand même un élément important, parce que forcément, ça voulait dire qu'il y avait une fragilité à l'origine, et 2 ans de Covid n'ont pas arrangé les choses. Voilà. N'ont pas aidé, ouais. Pas du tout. Donc c'est effectivement très difficile de fermer la porte le dernier soir, et puis on se retrouve devant son ordi, on dit tiens, on va mettre un post sur LinkedIn, et puis ce post a fait énormément de vues et énormément de retours, comme je le disais tout à l'heure. Et t'as fait le buzz là, t'as fait un buzz. On a fait un petit buzz, c'était pas vraiment voulu, mais au moins ça fait chaud au cœur. On se sent soutenu. Et j'ai eu plein de messages qui me disaient, alors le tien me disait, ça serait bien qu'on se rencontre et qu'on en discute. Donc voilà, c'est l'occasion. Et voilà, et maintenant on est là. Et puis il y a eu plein d'autres posts qui disaient, mais voilà, moi je peux vous aider, je peux vous remettre sur les rails, on peut en discuter, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est un vrai bonheur d'avoir rencontré certaines personnes, d'avoir croisé leur route, et qui m'est permis justement de repartir et de me décider à recréer quelque chose, puisqu'en 3 jours de temps, j'ai quand même repris la décision de repartir au combat et de créer une agence qui s'appelle voilà, 3 jours. C'était un café, une chaise. D'accord. Wow. Alors juste en 3 mots, hein, pourquoi un café et une chaise? Parce que on peut se dire, oh, tiens, c'est un nom bizarre. Faut dire que dans les agences de com, il y a quand même beaucoup de noms bizarres. Donc, c'est rassurant. Là, c'est pas c'est ça. Il y a pire. Mais là, il y a une anecdote, là, non? Il y a une anecdote derrière ça, hein. Oui, bien sûr, il y a plusieurs anecdotes. Enfin, il y a plusieurs anecdotes, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, quand on discute avec un client, on est facilement devant un café et assis sur une chaise. Donc, c'est ce qui permet d'entamer la discussion. La deuxième raison, c'est quand je travaille, je suis aussi assise sur une chaise et avec un café. Donc, ça fait déjà 2 bonnes raisons. Et la troisième raison, qui a été en fait le facteur déclenchant, c'est que quand j'ai rencontré mon mari, c'était sur un plateau de tournage où mon fils tournait une publicité pour, alors on va le nommer, on va dire Kinder. D'accord. Voilà, il était à ce moment-là régisseur général, et il s'est retourné vers moi, on se connaissait absolument pas, et il m'a dit est-ce que tu veux un café et une chaise? Voilà, j'ai trouvé que le symbole était beau. Voilà. Et que ça me donnait envie de repartir. Voilà, donc c'est X années plus tard, tu vois, ça a été le tremplin à ta remise en place. Voilà, 14 ans cette anecdote quand même.
voilà, et on est mariés depuis 6 ans. D'accord. On est allé au bout de l'histoire, donc là j'espère aussi aller au bout de l'histoire de Un café et une chaise. Et donc là par contre j'ai décidé d'exploiter toute la partie marketing que j'avais beaucoup travaillé avant, donc à l'international, et de pouvoir proposer ce service-là aux clients. Alors on se rend compte actuellement, mais on va avoir l'occasion, je pense, tu vas sûrement m'aiguiller là-dessus, mais on voit bien qu'actuellement, voilà, on part vers le digital, que ce soit le marketing, que ce soit la communication. Alors bien sûr, il y a toujours les outils traditionnels, le marketing comme on le faisait il y a 10 ans, et encore ça avait déjà évolué il y a 20 ans. La communication avec toute la partie print, donc la création de flyers, de roll-up, les sites internet classiques, les events comme on pouvait les faire. On se rend compte que maintenant on fait plein de choses en digital aussi, même en événementiel. Tout à fait vrai. La vidéo qui a considérablement évolué. Donc là, c'est vrai qu'on part maintenant vers quelque chose qui est très digitalisé. Et voilà, ma décision, c'était de me former au fur et à mesure et de pouvoir offrir aux clients aussi bien des outils traditionnels, donc on travaille encore la rédaction, le graphisme. Parce que toi, dans ton cas, tu as cette maîtrise, maîtrise des métiers de la communication vraiment, on va dire traditionnels, si on peut dire ça comme ça, mais qui sont toute la partie print, design, charte graphique, direction artistique, vraiment la com dans le sens comme interne, comme externe pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment les métiers historiques que tu maîtrises et que tu as pratiqué pendant 20 ans à des postes à très haut niveau et responsabilité, ouais. Et c'est vrai que la nouveauté, c'est ça, quoi. C'est vraiment le digital et on s'oriente de plus en plus vers cette partie. On parle avec les clients beaucoup plus facilement maintenant de com digital. C'est vrai que même une plaquette, on n'imprime quasiment plus. Aux grandes dames des imprimeurs, malheureusement, c'est ça qui passe. Mais là, je vais juste oui, tout à fait. Que ça soit représentatif, mais j'ai un de mes clients pour qui on est en train de refaire toutes ces plaquettes, les unes après les autres, et elles sont hébergées sur un site qui s'appelle Calameo, et il suffit d'avoir un QR code, donc ça, c'est le grand sujet de la mode, le QR code, mais il suffit d'avoir un QR code, d'aller le scanner, et de tomber sur la plaquette et de pouvoir la lire. Voilà, même de son portable, et de ne pas avoir à imprimer à une époque où on parle beaucoup d'écologie, d'écolabel, d'éco-concept, etc. Donc, on essaye aussi d'aller dans l'air du temps, et c'est une demande qui vient maintenant des clients. Donc voilà, on essaye aussi qui est de plus en plus prégnante. Ouais. Oui, tout à fait. Donc il faut trouver. Alors, ce que tu évoques, ouais, bien sûr. Ce que tu évoques est très et on peut mettre un petit focus là-dessus. Il est vrai que il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas encore très impactés par le côté digital, par le côté informatique, internet, bien que j'ai quand même l'impression que moi, j'ai l'impression que tout devient Internet, tout est Internet en fait, même les machines, les usines, etc. Aujourd'hui, il y a quand même de l'Internet partout. Mais il est vrai que ce que tu signales, là où tu mets un doigt sur la chose, c'est que les métiers du marketing et de la communication sont particulièrement bousculés, impactés à très fort niveau par le digital, par l'internet, ça c'est sûr. Et depuis 20 ans maintenant, avec le web, tout simplement, avec le web, l'internet qui est d'ailleurs devenu un internet omniprésent, mobile, objet connecté, etc. Aujourd'hui, le digital est vraiment partout, et les bouleversements des achats publicitaires, de la communication sont plus que fortement impactés par ces aspects-là. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas, moi j'ai un peu l'impression, tu le ressens avec tes clients historiques qui sont peut-être des clients plus académiques, tu vois que tout le monde aujourd'hui est bien obligé de basculer et sur les codes de ces nouveaux supports, ces nouveaux moyens de communiquer sur un plan marketing et communication avec le digital. Oui, et puis tout le monde a entendu parler de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, et c'est vrai qu'on en trouve partout. Donc ça a été la grosse crainte au départ, et notamment
je vois les rédacteurs et rédactrices avec qui je travaille régulièrement, c'est notre métier va disparaître. Bon, on se rend compte que derrière cette intelligence artificielle, il y a quand même de l'humain, et que sans humain, l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner. Donc bon, pour l'instant, alors bien sûr, tous ces métiers de com sont les premiers à être impactés. Impacté, on voit aussi que cette intelligence artificielle, on la retrouve dans tous les métiers liés à la médecine, liés à la chirurgie. Ça devient un peu omniprésent, et pour ces métiers-là, en l'occurrence, c'est quand même un vrai outil. C'est quand même une amélioration. Donc, je crois qu'il faut savoir, il va falloir apprendre à cohabiter avec tout ça, et je pense qu'il est bien aussi. De toute façon, une chose est sûre, et je pense que je suis un bon porte-étendard avec ce podcast. Je ne perds jamais, puisque ça met l'accent sur l'apprentissage en fait. C'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc la clé là ici, elle est d'apprendre en permanence, et on ne peut pas juste se mettre des œillères et vouloir reculer, ou ne pas, ne pas sauter dans la flaque. C'est malheureusement un mouvement technologique de fond qui moi m'apparaît comme étant inexorable, et donc le but du jeu, c'est de l'appréhender, d'en prendre possession, de se former et de l'accompagner pour pas avoir une espèce de fossé qui ensuite sera irrattrapable quoi. C'est un peu ces technologies là. Moi, ce que je dis souvent sur l'IA qui a débarqué finalement dans les métiers, comme tu dis, de l'écriture, du marketing très fortement, il s'agit en fait cette fois-ci non pas d'une accélération, parce que j'ai encore des gens que je croise qui me disent oui en fait ça va vite, ça s'accélère. Non, c'est pas là. Avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, le problème c'est que on est au-delà de l'accélération, c'est-à-dire que là c'est devenu un mouvement qui est exponentiel, et donc en fait c'est plus qu'une question de vitesse, c'est pas seulement une question de vitesse, loin s'en faut, et cette fois-ci les sauts sont des sauts de géants, et donc c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir rattraper. Tu vas se dire, c'est pas à un moment donné il va y avoir genre consolidation des acquis, etc. Tu vois, dans le monde du web, dans le monde de l'internet, on a eu des mouvements comme ça où les grands acteurs en fait ont laissé tu vois se positionner des startups, et puis en fait ils arrivaient à la fin, ils ramassaient un peu les miettes, un peu tout, et parce que les startups innovantes, elles avaient tout défriché le terrain, et puis après évidemment l'argent étant le nerf de la guerre, c'était les bons vieux acteurs sur leur piédestal qui venaient ramasser un peu tout ça. Avec l'IA, c'est plus ça. Avec l'IA, le souci, c'est que tu ne pourras pas rattraper les avancées, et donc ceux qui vont pas adopter et comprendre comment implémenter dans leur métier ces technologies-là vont se retrouver, pour moi, dans des situations très 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 compliquées, et c'est changer ou mourir, j'ai tendance à dire. C'est ça qui est en train de se profiler avec l'IA. Oui, c'est savoir grandir avec, en fait. C'est vraiment ça. C'est pour ça que de plus en plus, j'ai des clients qui me demandent des formations sur toute cette partie digitale, parce que bon, ils sont un peu perdus, ils n'ont pas forcément suivi le mouvement. Et bon, dans le cadre de Un café, une chaise, non seulement on fait du marketing, de la communication traditionnels, donc les outils qu'on a évoqués tout à l'heure. On fait donc toute cette partie digitale aussi. Et puis, en tant que consultante, j'interagis donc avec les entreprises. Je vais dans l'entreprise, là où il n'y a pas de service marketing ou de service communication. Souvent, c'est des petits services qui font les deux, ou dans une PME où il y a déjà un service existant, mais où je peux apporter une plus-value ou une connaissance qu'ils n'ont pas encore. Voilà, donc ça c'est on va dire le troisième volet de Un café et une chaise. Mais oui, c'est un gros sujet, toute cette partie digitale, évolution, et puis on apprend tous les jours, donc il faut rester sur le qui-vive. Tout à fait. C'est exactement ce que tu dis. Et sachant que de toute façon, si j'ai tout compris sur le positionnement que tu as pris maintenant avec Un café, une chaise, c'est que tu es clairement, tu peux intervenir et tu interviens en gros
proposition de service en communication, en marketing de forme externalisée. En gros, c'est ça, c'est que potentiellement, pour des clients que tu as et pour certaines entreprises qui ne sont pas justement en fait équipés ou qui n'ont pas de collaborateurs sur le sujet, toi, tu es capable vraiment d'apporter conseils, stratégies et opérations, je dirais, production en marketing, communication. C'est bien ça? Oui, on va de la stratégie en fait jusqu'à la conception et la réalisation de goodies puisqu'on a un atelier. Donc on peut même travailler sur ce volet-là pour les événements notamment. Et bon, ça fait partie d'un petit volet de communication interne aussi sur lequel j'interviens. Parce que c'est vrai que parler de communication externe, c'est toujours facile pour les clients. Ils savent qu'ils doivent vendre leurs services à l'extérieur, mais souvent ils oublient de se vendre en interne. Et moi, ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un sujet que j'avais travaillé pour l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé avant, donc en tant que salarié. Et j'avais beaucoup aimé ce volet de la communication. La communication interne, c'est passionnant, c'est sans limite. Et voilà, moi, je m'éclate dans tout ça. Ouais, c'est vrai. Alors en plus, je sais pas ce que tu en penses, mais tu vas nous raconter. De plus en plus, j'ai quand même le sentiment, même beaucoup plus qu'avant, qu'il y a une certaine forme de fusion ou de transversalité entre les fameux métiers de la communication, du marketing, des ressources humaines, de la vente. Tu as aussi eu des postes en matière de vente, en service inter-entreprise. En anglais, on appelle ça B2B. Effectivement, moi j'ai le sentiment aujourd'hui que c'est vraiment en train je dirais de créer, de marquer la différence. Avant, on avait quand même un fonctionnement relativement fort en silo, et les silos ont tendance là maintenant à vraiment être cassés et à être perméables parce que en gros, de plus en plus, avec ce fameux digital et tout ce qu'on peut faire en matière de, comme tu l'as dit, sur la grande tendance des vidéos, les réseaux sociaux évidemment, etc. Aujourd'hui, faire du marketing, faire de la communication, c'est vendre. C'est faire des ventes. Donc, marketing, communication et vente, ça devient quelque chose qui est de plus en plus extrêmement imbriqué. Moi, je trouve beaucoup plus qu'avant. Et donc ça, tu vas aussi, d'une certaine manière, t'interviens dessus aussi, quoi. J'ai connu ça. Tous les services étaient séparés, quoi. Les ventes critiquaient le marketing parce qu'elles venaient pas suffisamment ils ne venaient pas suffisamment sur le terrain. Le marketing critiquait la guerre parce que il faisait pas remonter les informations. C'était vraiment presque il y avait un fossé entre les deux. Il y avait un vrai fossé de com entre les deux. Et puis de tout temps, la communication, on n'en parlait pas encore. On va dire il y a 20 ans, la com, on n'en parlait pas vraiment. C'est le marketing qui faisait usage de communication. Il y avait la publicité qui existait, le domaine de la publicité existait avec Jacques Séguéla, etc. déjà à l'époque. Mais bon, la com dans les entreprises, on n'en parlait pas. La communication interne, alors là, c'est un sujet complètement inexistant, pas tabou, mais inexistant. Et il y avait par contre effectivement les ressources humaines à côté de ça qui faisaient un petit peu ménage à part. Ils étaient un peu tout seuls, il y avait aucune relation, on les connaissait pas, bien souvent on les connaissait pas, juste à l'embauche et éventuellement le jour où on partait, mais c'est tout. On les voyait pas entre deux et puis en fin de compte tout ça a évolué et bon, on va en parler puisqu'on travaille de toute façon tous les deux sur un même sujet, donc ça va être l'occasion d'en parler puisqu'on a fait, pour les gens qui nous suivent un peu sur les réseaux, on a fait un live il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, ça va faire 3 semaines, sur une application qui s'appelle PAN, P-A-O-N, je précise, et c'est vrai que c'est avec c'est comme l'oiseau, oui. C'est comme l'oiseau, oui, c'est ça. C'est avec des outils comme ça. J'ai bien fait de t'inviter, Sandrine, en fait. Je t'invite à une interview pour me parler de toi et en fait tu mets en avant et tu parles les sujets sur lesquels je suis intervenant. C'est super, merci. Non, mais c'est bien. On va pouvoir se refaire un petit live dans le podcast. Non, c'est surtout que ce sont des outils comme celui-là qui permettent aux entreprises aussi de communiquer aux différents services de l'entreprise, de communiquer entre eux, ce qui n'était effectivement pas le cas avant. Et cette fameuse communication interne, je trouve que ça crée un lien. Et pour moi, c'est ce que j'appelle, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler en club entreprise il y a quelques jours, j'appelle ça un outil transversal. Je trouve que ça convient à tous les services. Chacun va y trouver
et il va y trouver la matière dont il a besoin. Mais bon, je vais pouvoir te redonner la main pour que tu puisses en parler et le décrire en quelques minutes. Mais il y a ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu fais un peu un accent sur quelque chose qui est quand même très bénéfique et qui est apporté par le digital, c'est que les bouleversements en digital, en numérique sont très très importants, mais justement ça permet aussi, et je trouve que ça maximise tous les aspects relationnels et collaboratifs. C'est-à-dire que le digital, oui, ça vient bousculer on l'a vu, hein, on en parle là, beaucoup de sujets sur le marketing, la communication, etc. Mais ça permet aussi de mettre en place beaucoup plus, de mon point de vue, beaucoup plus de collaboration qu'avant. Tu vois, donc ça c'est vraiment une force, et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle du changement, de la transformation, hein, c'est de la transformation digitale, et c'est vrai que aujourd'hui les entreprises sont confrontées à ces bousculades, hein, qui arrivent de partout, parce que c'est à la fois des chambardements technologiques, d'organisation, de méthodologie, de processus, et donc c'est vrai que et toi avec cette expertise que tu apportes sur le côté marketing communication, mais qui sait aussi parfaitement comprendre la transversalité. Tu parlais tout à l'heure de communication interne. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est politique RSE, les entreprises à impact, etc. Donc la communication est plus que jamais un vrai sujet au cœur des entreprises que tu prônes et que tu défends avec ta nouvelle structure. Alors moi, ce que je voudrais, Sandrine, c'est que on est là pour inspirer, motiver et donner des apprentissages à tous ceux qui veulent entreprendre. Ce que je trouverais intéressant, c'est que tu nous parles un petit peu des étapes que toi tu connais finalement avec ton expérience, qui sont que après avoir été donc salarié, où là t'étais, on va dire, à très haut niveau, donc tu faisais de l'encadrement, tu avais finalement un rôle de responsable de business unit. Donc c'est un peu, moi j'appelle ça souvent être entrepreneur au sein de l'entreprise, hein. C'est-à-dire que mine de rien, tu as des responsabilités, tu as un budget à gérer, tu as des équipes, etc. Donc en fait, t'es un chef d'entreprise, même si tu es salarié, d'un point de vue statut salarié, tu es quand même, je dirais, un responsable de business unit, de chef d'entreprise. Donc moi j'appelle ça une forme on appelle ça parfois même l'intrapreneur, hein, quand on monte une société en restant dans une structure. Donc toi, tu as vécu ça, tu as vécu cette phase-là. Ensuite, tu as vécu le côté donc agence, hein, tu as racheté une agence avec du personnel, une équipe, salariés, etc. Donc vraiment, c'était une TPE, c'était quoi la taille? C'était une petite dizaine de personnes, un peu. Oui. C'est ça, donc TPE. Donc t'as connu là vraiment la direction, l'encadrement, là, j'allais dire le côté patronne d'une TPE. Et puis maintenant, en fait, tu es en train d'explorer. Alors tu te reconstruis, hein, comme tu l'as dit. Ça fait quoi? Ça fait peut-être un an là que tu es reparti sur un café et une chaise. 9 mois. Ouais, c'est ça. Un petit peu moins d'un an. Donc là, tu es reparti, mais là, tu explores une autre forme je dirais, d'entrepreneuriat, parce que ayant vécu ce passage compliqué avec les salariés, là, tu as décidé, si je ne m'abuse, de rester extrêmement agile et de privilégier en fait un point de vue d'accompagnement. Tu fais éventuellement de la prestation externalisée, toi, en tant que directrice marketing et directrice de la communication externalisée, ça tu peux le faire. C'est de la mission que toi tu produit, mais tu n'es pas reparti tout de suite avec remonter une équipe, remonter des salariés, parce que aujourd'hui tu préfères être agile et pas avoir de charges trop importantes pour pouvoir délivrer tes prestations et tes services. Hein. Oui. Aujourd'hui tu travailles avec des partenaires, des indépendants, j'imagine d'autres peut-être sous-traitants, etc. Donc donc ce qui fait que tu vois, ça me fait trois volets.
3 volets d'entrepreneuriat, tu vois. Ouais, c'est tu étais responsable de business unit salarié, tu étais directrice d'une agence, ton agence avec des collaborateurs, etc. Puis maintenant, hop, c'est le côté indépendant, mais tu repars pas tout de suite. Hein. C'est peut-être d'ailleurs, tu vas nous raconter, c'est peut-être quelque chose que qui va arriver dans tes objectifs. Mais en tout cas, pour l'instant, tu refais un passage par une organisation beaucoup plus agile en limitant les charges au maximum et l'organisation de un café une chaise, c'est ça. Le mot agile est le bon mot. C'est vraiment très adapté. C'est tout à fait ça. C'est être efficace, réactif. Pour moi, c'est ma priorité. Je travaille avec une équipe de partenaires. Hein. Pour moi, c'est pas des indépendants, c'est pas des gens que je connais pas. C'est les gens qui sont autour de moi et qui travaillent avec moi. Oui. Des gens que je connais bien. Donc c'est vraiment un côté réseau de professionnels. Un vrai réseau professionnel. C'est comme si on travaillait sur un même plateau tous les jours, à part qu'on travaille pas forcément au même endroit. On apprend aussi à ne plus travailler depuis le Covid. Je pense que c'est aussi un bon apprentissage, c'est qu'on apprend aussi à ne plus travailler obligatoirement de son bureau. On peut travailler de n'importe où. Il m'arrive d'aller en Belgique puisqu'on a ouvert une partie de l'agence là-bas aussi, donc un café et une chaise. Belgique intéressant aussi. D'accord. Parce que j'avais des clients là-bas et que pour eux, c'est une vraie sécurité de savoir qu'il y a un bureau en Belgique. Mon mari est en Belge, c'est beaucoup plus facile. Je ne parle pas flamand couramment, malheureusement. Pourtant, quand j'étais salarié, mon bureau était bien dans les Flandres, mais j'ai pas eu, on m'a pas donné la possibilité d'apprendre. Je le comprends. De toute façon, la langue de travail, c'est l'anglais, non? La langue de travail à l'international, de toute façon, c'est tout fait en anglais, donc limite, voilà. Mais bon, les Flamands aiment bien qu'on parle flamand. Hein. Clairement, c'est un plus. Donc je travaille un peu plus avec des Wallons qu'avec des Flamands, mais bon, ça viendra un jour quand j'aurai le temps d'apprendre. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est de se dire, demain, je dois aller en Belgique, je dois aller à Bruxelles, je vais travailler de là-bas, c'est pas un problème. Pour moi, c'est pas un problème. Je prends l'ordi, le disque dur, et encore maintenant il y a le serveur, donc c'est vraiment pas un souci. On peut travailler de n'importe où, et les clients ne savent pas où on est en fin de compte. C'est ce qui se passe aussi avec mes partenaires. Si j'ai une graphiste qui est à Marseille, j'en ai une qui est au nord de Bruxelles. C'est pareil, elle peut travailler pour des clients français et pourtant elle est au nord de Bruxelles. Et on est tout aussi réactif que si elle était ici dans le même bureau que moi. Pas vraiment d'utilité en fin de compte. Et ça permet une réactivité. Et si l'un ou l'une d'entre elles n'est pas disponible, il y en a toujours un qui est disponible et qui peut me répondre de façon réactive pour le même client. Donc voilà, c'était l'idée aussi, c'était de pouvoir apporter cette réactivité, cette rapidité. Moi, je réponds très vite. Hein. C'est vrai que les clients le savent et me le disent toujours. Mais j'ai déjà une réponse. J'ai encore eu l'exemple ce matin d'un client qui avait un souci avec un site internet. Et encore, c'était pas un souci de mon fait, c'était un souci de son fait. Et on a résolu le problème en 1 heure de temps. Donc, j'aime ce côté réactivité. D'abord, ça fait un client satisfait. Et logiquement, il revient vers nous la fois d'après. C'est un peu le principe aussi. Et puis, j'aime faire plaisir. J'aime bien que mon client en face ait le sourire plutôt que de le voir grimacer. Donc, c'est vrai que, je suis repartie sur... avec un peu de prudence aussi, hein, on est bien d'accord. Hein, c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, cette création, c'est 3 jours. Donc c'est le principe d'une agence, comme l'agence d'avant, mais c'est une autre agence avec une nouvelle conception, donc un peu plus dans l'air du temps, forcément plus aussi digitalisée d'elle-même. Et donc ce côté agile. Pour l'instant, me satisfait bien. Je ne sais pas encore de quoi l'avenir sera fait. Je ne dis pas jamais, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et les partenaires avec qui je travaille, pour en avoir déjà discuté, trouvent leur compte de cette façon-là. Donc, bon. Oui, je pense que c'est une nouvelle forme. En fait, tu le vois, de toute façon, l'évolution du marché du travail et du fonctionnement
tu vois, lui aussi est en plein bouleversement. Tu vois que là, il y a ce qu'on appelle l'arrivée de plus en plus des aspects de freelancing, des indépendants, les collectifs. Hein, Oui, il y a un oui, nouveau phénomène qui sont les collectifs d'indépendants qui se créent, qui se réunissent ensemble et qui créent en gros des casquettes en fait, hein, des paupérus, des espèces de d'agences, mais en fait, ça a tout d'une agence d'un point de vue de l'organisation, de la gestion du client, de la gestion de projet, etc. Mais il n'y a pas ce côté une structure en un lieu géographique avec des charges d'entreprise, des bureaux, des loyers, des bidules, etc. Donc, mais en attendant, la prestation et le service qui est délivré, il a absolument rien à envier à une agence, je dirais peut-être traditionnelle dans ces métiers du service, avec des avantages qui sont des avantages, on l'a dit, d'agilité, mais des avantages compétitifs, des avantages compétitifs au niveau de tarif, parce que on pourra dire ce qu'on veut. Tu l'as peut-être expérimenté, mais moi j'en suis le témoin vivant également. C'est que au moment du Covid, eh bien, alors nous, c'est un peu plus facile que pour les entreprises traditionnelles, puisqu'on est dans le numérique, dans le digital, et qu'en gros, on peut travailler de n'importe où sur la planète, mais on est habitué à ça. Mais mine de rien, nous, on a fait ce pas-là. On avait des bureaux avec l'équipe qui était dans les bureaux. Et puis au moment du Covid, quand on s'est retrouvé dans les confinements pendant plusieurs mois, eh ben on s'est rendu compte qu'on avait quand même des loyers trimestriels qui sortaient, qui étaient de l'argent qui pouvait être affecté à d'autres choses. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que nous, typiquement, on a coupé les bureaux, on était habitués parce qu'on avait déjà bossé avec Chine France, on avait été monté la filiale en Chine, donc on avait déjà cette habitude-là, mais n'empêche que ça a été du pain béni pour nous en tant qu'entrepreneurs, parce qu'on a pu prendre cette somme de loyer pour la réaffecter à des bonus, à l'organisation, à d'autres activités de l'entreprise, alors que clairement, une fois que j'avais fait ça, je me suis retrouvé avec les factures de loyer, tu vois, qui n'existaient plus. Quel soulagement, parce que ça représente des sommes non négligeables. Alors après, oui, il y a tout plein de sujets qui surgissent au niveau de la RH, de l'encadrement, du pilotage des équipes, etc. Oui, ok, on peut en parler. Le fait que jusqu'à maintenant, j'avoue que les mentalités évoluent beaucoup, mais jusqu'à maintenant, le client appréciait de venir dans un lieu physique. Il était rassuré. Il arrivait dans un bel endroit, c'était une belle agence, il y avait une bonne ambiance, pour lui c'était ce côté rassurant. Ça l'est de moins en moins parce qu'on se rend compte que le client il a de moins en moins de temps, donc moins il a de déplacements, mieux il se porte, et comme tout le monde. Donc c'est vrai que moi je vais dans les entreprises, j'hésite pas à aller dans l'entreprise, ça c'est vraiment pas un souci et j'aime ça. D'abord j'ai besoin moi de cette rencontre avec le client et j'ai besoin de sentir l'environnement. S'imprégner de l'entreprise, de l'environnement, oui, tout à fait, ouais. Mais à côté de ça, bon, il arrive que les clients viennent, puisque là, mon bureau est maintenant fait partie de la maison. Donc j'ai un local dédié, mais les clients viennent là comme ils venaient avant. Donc ça, voilà, pour eux, ils viennent prendre un café, s'asseoir sur une chaise et voilà, et on discute de leur stratégie, des outils de com et de marketing qu'ils veulent développer. Donc c'est vrai que ça change pas grand-chose. Ce qu'il faut malgré tout privilégier, c'est l'humain. Ce côté, il faut garder il faut que le client et de l'humain en face, qu'il n'ait pas l'impression d'avoir des robots, et parce que en plus ça va lui garantir un suivi. Se dire si j'ai le nom d'une personne, j'ai vu la personne, je lui ai serré la main, ça va, il y a une relation client fournisseur qui existe, et à partir de là forcément je rentre dans un process, donc j'irai jusqu'au suivi. C'est un peu ça. Il faut savoir rassurer le client. C'est inversement proportionnel, non, Sandrine? Moi, j'ai l'impression que plus on met du digital, plus on met d'internet et de trucs comme ça et de remote, de trucs à distance, et plus en fait il faut, je dirais, créer de la relation de confiance, créer de l'humain, quoi. Ouais. Moi, j'ai un peu ce sentimental-là, mine de rien. On gagne du temps, en fait. Parce que bon, on a été bon. Bien sûr.
Bah, c'est autant de gains de productivité clairement qui sont à glaner partout, hein. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que la part moi j'ai ce sentiment là, je sais pas si toi tu ressens la même chose, mais moi je suis beaucoup impliqué dans l'univers de ce qu'on appelle de la vente, hein, de la vente en B2B, notamment avec le logiciel. J'ai quand même le sentiment que plus qu'avant, ça devient totalement indispensable de faire ce qu'on appelle du marketing relationnel, de la vente relationnelle. Tu vois ce que je veux dire? Le côté relationnel, il revient en force, alors qu'avant on était sur le côté réclame, la publicité, on te bombardait de choses comme ça. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ce soit d'un point de vue de la communication, du point de vue du marketing, du point de vue de la relation commerciale, la relation vente, la relation, le lien fort, l'humain, comme tu dis, devient vraiment la pierre angulaire de dispositifs actuels. Mais clairement. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi? Ah oui, tout à fait. Et pour juste donner un petit exemple, c'est que là, je viens d'adhérer à un club d'entreprise. Je faisais déjà partie d'un autre, mais j'ai adhéré dans un autre club d'entreprise qui m'a tendu la main. Et ce qui m'a vraiment marqué chez eux, c'est ce côté humain, bienveillance, écoute. J'ai trouvé ça incroyable. Enfin, j'ai rarement vu ça. Alors, tout le monde a connu le BNI et le système ultrascolaire, alors qu'il fonctionne. Hein, je ne dis pas le fonctionnement, mais là, j'ai vraiment trouvé autre chose. Oui, ce qu'on appelle les clubs d'affaires, hein, c'est ça. Ça fait des années qu'il existe les fameux clubs d'affaires où tu te rencontres. C'est ça. Ouais. Et là, j'ai trouvé que vraiment. C'était autre chose, quoi. On passait un palier. Donc, voilà, j'ai décidé que j'adhérais parce que c'est le moment de faire des belles rencontres. Et puis l'idée, c'est aussi de continuer à se développer, hein, bien entendu. Yes. Alors, pour repartir sur une structure classique un jour peut-être, mais j'ai quand même des doutes. Ça sera jamais classique. De toute façon, les entreprises pourront plus être comme elles ont été. C'est pas possible. Il y a eu un. Moi, j'ai l'impression que les mutations sont quand même profondes. Ouais, et en fait, étant donné qu'on est sur encore une fois de la vitesse exponentielle, encore une fois, c'est pas juste une accélération, c'est au-delà de l'accélération. Moi, j'ai quand même l'impression que aujourd'hui, plus que jamais, on parlait d'agilité, mais l'autre mot qui n'est pas qu'un mot, qui est un vrai concept à appliquer, c'est la flexibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce chambardement technologique et encore une fois cette vitesse, cette accélération, cette disruption, c'est même une technologie de rupture. Hein. Encore une fois, si on fait un petit clin d'œil à nouveau sur l'intelligence artificielle n'est pas une simple nouvelle innovation. Non. C'est une rupture. C'est pour moi, c'est plus important que l'invention de l'internet, hein, l'invention du web. Hein. Et quand tu es comme ça dans un environnement qui explose de partout et qui bouge de partout, en fait, tu peux plus être figé. Tu es obligé d'être super flexible, super malléable, super adaptable. Sinon, en fait, tu passeras pas clairement. Faut pouvoir capter l'information dès qu'elle sort et puis pouvoir en parler. Juste à titre d'anecdote, en plus je donne des cours dans un établissement qui est un pôle supérieur. D'accord. Donc ils démarrent donc à partir du BTS et on les emmène jusqu'au master. Là, cette année, je donnais des cours en bachelor, donc un bac plus 3. C'est vrai que toute l'année, j'ai essayé de les bombarder avec les dernières informations et même ChatGPT connaissait pas, quoi. Donc on est là pour ça. Hein. Je me suis dit voilà, on est corps enseignant et bien sûr, et entrepreneur à côté, mais c'était bien parce que l'idée c'était aussi de les emmener vers le haut et puis de leur faire découvrir toutes ces nouvelles technologies et leur dire surtout montez dans le train maintenant. Parce que vous allez vite vous faire dépasser par d'autres jeunes qui ont le même âge que vous, qui ont le niveau scolaire et qui en sauront bien plus que vous et qui le jour de l'entretien dans l'entreprise passeront devant vous parce qu'ils auront cette connaissance que vous n'avez pas encore acquise. Donc voilà, ça a été c'est une belle expérience aussi l'enseignement. Hein. Oui, la transmission. Voilà. Alors moi, j'en ai fait il y a longtemps. J'ai arrêté et maintenant je fais du podcast, tu vois, pour transmettre. Oui.
C'est un autre moyen. Puis on peut pas être partout non plus, hein. Clairement. Créer son média, tu vois, créer sa prise de parole, c'est plutôt pas mal, oui. Parce que ça, moi, j'adore faire ça. Alors, il y a un sujet qui touche beaucoup les entrepreneurs et qui nous intéresse, c'est le côté. Toi, tu as de quoi nous raconter des choses là-dessus, parce que c'est le côté. Est-ce qu'on s'associe? Est-ce qu'on s'associe pas? Comment on fait pour gérer? Tu vois ce que je veux dire? Quand on se sent seul, pas seul. C'est compliqué ces aspects-là. Toi, quand tu étais dans ta propre agence, tu étais toute seule, tu étais la seule dirigeante, tu avais d'autres associés. Comment tu as géré, comment tu gères actuellement ce côté s'associer avec quelqu'un ou pas? Alors au départ, c'était vraiment un projet personnel. C'était d'abord je voulais prouver que je. Tu étais 100% actionnaire. Oui, tout à fait. Et puis après, je me suis associée, mais avec mon conjoint. D'accord. C'est pas forcément, tout dépend du conjoint, mais bon, avec moi, avec le mien, ça s'est bien passé. Mais parce que sans ça, c'est vrai qu'on peut très ne faire que travailler, ne faire que parler boulot. Et bon, c'est un moment où ça peut être très compliqué. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Ça s'est vraiment bien passé. Il était présent sans être trop présent. Il m'a laissé la main. Puisque c'était moi la présidente de la SAS. D'accord. Et puis la principale personne aux commandes, c'était toi, ouais. Oui, et puis il avait à ce moment-là une activité annexe aussi qu'il a rapatriée après dans l'agence, parce que c'était justement tout ce qui touchait à la conception et à la fabrication de goodies. Donc ça, c'est rentré dans l'agence après. Yes. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu cette fusion. Mais oui, c'est bien quand même d'être à deux, clairement. Je pense qu'on peut pas être. C'est un point. Humain, on peut pas être au top tous les jours, clairement. On a des jours où on a envie de souffler aussi, et quand on est tout seul, on peut pas souffler. Et c'est compliqué. Le jour où il y a un petit grain de sable. Bon, on en a déjà parlé, hein, nous, puisqu'on se connaît, mais c'est plus dur, hein, c'est encore plus dur. Ouais. Au début de la reprise chez Tournant, il y a des événements qui ont fait que j'ai fait un burn-out, et que sans me rendre compte que c'était un burn-out, parce que c'est vraiment un mot que je connaissais pas, et qu'à ce moment-là, et j'étais à ce moment-là seule, et que j'aurais aimé qu'il ait déjà un pied dans l'entreprise pour pouvoir me suppléer. Alors oui, bien sûr, il a pu s'occuper. Parce que là, tu peux pas te reposer sur qui que ce soit, ouais. Ah mais non, et puis en plus, j'ai fait 4 mois d'hôpital, donc c'était impossible. C'était sous gros traitement, morphine et compagnie, donc bon, ça a été compliqué, et toute seule à gérer, j'avoue que voilà. Donc l'association, ça peut être quand même, je pense, une bonne chose. Il faut que les choses soient bien claires dès le départ. Ça nous fait bien fait. Mais c'est important de le souligner. Tu parlais tout à l'heure de l'humain. Mm-hmm. Tu parlais tout à l'heure de l'humain, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand tu es entrepreneur et que tu montes des concepts, des projets et des sociétés, en fait, l'humain, il est donc le point clé partout. L'humain pour s'associer avec d'autres, mais aussi l'humain des équipes, des collaborateurs, des partenaires, des sous-traitants, etc. C'est toujours comme d'habitude. Toute cette partie RH a pris une dimension totalement gigantesque, parce qu'encore une fois, c'est pas les technos, tu sais. Tu te rends compte quand tu es entrepreneur comme ça depuis un certain temps que tu peux avoir tout ce que tu veux, hein, les technologies de la terre, les innovations de fou, etc. Si t'as pas l'équipe qui va bien, les bonnes personnes au bon endroit, et que tu es un bon leader et que tu les emmènes avec toi, tu fais rien, absolument rien sans les équipes. Et avec tous les impacts qu'on connaît ou qu'on sait, un mauvais recrutement, quand tu te trompes, etc., ou que quand tu sépares d'une équipe, ou comment tu fais grossir une équipe, hein, toutes les problématiques de croissance d'une entreprise,
c'est lié toujours à la même chose, aux humains, quoi. Et donc à la fois dans le pilotage, dans la direction, donc est-ce que tu as des associés, oui, non, et tu vois le nombre de conflits d'associés qu'il y a dans les entreprises qui plantent des boîtes. Enfin, je veux dire, c'est toujours la même chose. C'est toujours les RH, les ressources humaines, la partie humaine qui est vraiment là, le virus dormant, quoi. On voit toute la difficulté en ce moment. J'ai des amis qui sont entrepreneurs et qui essayent de recruter dans différents domaines, que ce soit de la restauration, de l'industrie, et qui ne trouvent personne. Personne ou alors qui répondent déjà aux offres, ou qui répondent en ayant bien compris l'offre, ça c'est autre chose, ou qui viennent à l'entretien mais qui sont totalement démotivés, ou la seule question c'est combien je vais gagner. Donc c'est vrai que c'est très compliqué à l'heure actuelle. Le Covid a changé encore une fois beaucoup de choses. On voit aussi beaucoup de cabinets de recrutement, de bureaux de conseil de ressources humaines qui s'ouvrent justement pour essayer de pallier à tous ces problèmes. Et voilà, on est vraiment, pour moi, on est dans une époque de transition. Donc, il est bien prudent de ne pas brûler les étapes à l'heure actuelle, je pense. Et c'est le chambardement. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a un chaos et un chambardement qui est vraiment là en accélération et qui est très très important. Ouais. Oui. Et je dirais même que ça augmente fortement. On se retrouve avec effectivement, comme tu dis, des vrais changements de paradigme avec les générations qui donc ont vécu maintenant cette période de Covid, qui ont des envies d'impact, des envies d'équilibre, vie perso, vie pro, etc. Et pour des gens de notre génération à nous, etc. Bah entre guillemets, je rigolais l'autre jour parce que nous on n'a pas connu, quoi. Enfin moi mes stages, je me rappelle de mes stages, mais je bossais mais comme une brute, quoi. Je veux dire, j'étais dans l'entreprise en stage, j'ai resté jusqu'à 20h le soir. Enfin c'était un truc de fou, quoi. Et ça posait de problème à personne. C'était juste comme ça que ça se faisait. Je veux dire, tu montrais, tu vois, tu bossais. Quand je débarquais dans des j'ai été consultant pendant un petit moment et je suis intervenu en entreprise, etc. Mais enfin, j'avais des rythmes et des niveaux d'horaire qui étaient juste incroyables, impossibles. Et encore une fois, ça nous défrisait pas plus que ça. On avait cette volonté de faire bien, de travailler, de se faire à la limite d'obtenir tout simplement une reconnaissance et puis de monter en poste, etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes je dirais volontés qu'ont ces jeunes générations. Et même effectivement l'envie de progresser, l'envie de changer de poste, c'est même plus ça. Oui, c'est plus une motivation, effectivement. C'est très surprenant. C'est très différent. Ah oui. Et déjà, je vois entre mes grands, donc il y a une demi-génération, il y a 10 ans entre les deux derniers. Et déjà, la mentalité est totalement différente. En 10 ans de temps, tu vois ça. C'est impressionnant. C'est pas du tout les mêmes. Mais bon, voilà. Ce qui fait que et ça, c'est autant on parlait tout à l'heure de ton spectre d'intervention sur justement la communication. Et donc, en fait, ça se retrouve ça, puisqu'il faut savoir aujourd'hui s'adresser de la bonne manière aux cibles en question, les fameuses cibles. Donc, le marketing, la communication et même les aspects de vente, la manière dont on vend, la manière dont on agit. Aujourd'hui, encore une fois, les entreprises sont, pour moi, beaucoup perdues parce que finalement, elles ont même pas le temps de digérer et d'ingurgiter une innovation X, l'internet, la transformation digitale, etc. Que là, par-dessus arrivent encore des nouveautés, des choses qui les bousculent encore plus. Donc c'est une course sans fin. Ouais. Et c'est dans ces cas-là où c'est effectivement, je dirais, ton positionnement qui est important parce que moi j'ai souvent tendance à dire que en fait, c'est en ayant une bonne connaissance du passé
que on peut avoir, tu vois, des réflexions d'innovation et des projections sur le futur. Et donc, je dirais que toi, c'est un avantage que tu es comme ça, que tu aies fait une carrière longue, salarié dans des groupes, dans des métiers marketing, communication, vente à très haut niveau. Tu as cette expérience-là qui te permet aujourd'hui de voir, de t'adapter, d'appréhender ces changements et justement de savoir accompagner justement tes clients par rapport à ça. Ouais. Je crois que les clients le comprennent, ça. Et je vois même en fait des clients avec qui j'ai travaillé tout au début de la reprise de l'agence et qui travaillent avec moi maintenant, qui m'ont refait confiance. Ces clients-là, enfin, on a déjà un décalage dans la manière de communiquer d'il y a 7 ans et maintenant. C'est impressionnant la façon dont ça a évolué, la vitesse à laquelle ça a évolué. Et effectivement, si on ne suit pas le mouvement, on est dépassé. C'est ça. Donc oui, oui, j'écoute. Tu as un truc sur lequel je voudrais peut-être revenir sur le côté justement entrepreneur. Tu as parlé de ton poste qui avait en fait eu plein de feedback, plein de retours. Et donc je trouve ça intéressant, c'est que on voit quand même que il y a un phénomène de solidarité entre entrepreneurs et pas que, mais en tout cas t'as vécu là une espèce de forme de solidarité, je dirais naturel, et donc ça donne quand même de l'espoir, je dirais. Oui, ce que je disais tout à l'heure, la nature humaine n'est pas si triste qu'on peut l'imaginer, et non, puis ça a permis de faire des belles rencontres. Tiens, regarde, nous on s'est rencontrés comme ça, donc c'est vrai. Ouais. Non, c'était tout, je l'ai vraiment pas fait pour ça. J'ai vraiment fermé la porte de l'entreprise. Je suis rentrée à la maison. Forcément. Je me rappelle du poste, hein, c'était assez poignant, effectivement. On sentait que c'était fait fait sur le vif, quoi. C'était fait sur le vif. Ouais. C'est ça. Et j'avais vraiment gros cœur, quoi. C'était sincère. Je crois que de toute façon tous les posts que j'ai publiés sur LinkedIn, mais on parlera de LinkedIn après d'ailleurs, mais tous les posts que je publie sur LinkedIn, c'est toujours avec beaucoup de sincérité. Parce que il faut pas mentir, parce que de toute façon il faut être authentique. Hein. Moi je crois que plus que jamais, comme il y a tellement de trucs qui sont faux, et notamment encore une fois, hein, notre petite amie l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle nous génère des milliers de contenus qui peuvent être tous plus faux les uns que les autres, en partie sur les images hein, notamment. Donc je pense que l'authenticité est plus que jamais une valeur totalement incontournable. Ouais, c'est ça. On la ressent cette authenticité. Et oui, voilà, il a suffi de ça, et puis c'est parti. Mais ça a été impressionnant quand j'en revenais pas. Hein, même mon fils était étonné, lui qui est souvent sur les réseaux, il était étonné de l'impact que ça avait pu avoir. Et il n'était pas encore sur LinkedIn d'ailleurs à ce moment-là, et il s'est vite inscrit en tant qu'étudiant. Donc c'est pas les mêmes sujets de prédilection, hein, clairement. Mais bon, de temps en temps, on a quand même des choses qui se croisent, et c'est intéressant aussi de croiser les générations et de croiser les domaines d'activité. Et c'est d'ailleurs amusant que tu parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle, parce que comme il est en droit, très vite les facultés se sont mises en œuvre de pouvoir bloquer toute la génération de contenu, notamment quand il y avait des devoirs à réaliser, à vérifier qu'il n'a pas été fait avec ChatGPT. Donc, il y a des logiciels maintenant qui identifient les contenus issus de l'intelligence artificielle et qui viennent bloquer, et tout au moins dire, voilà, ça c'est pas, il y a des alertes en fait qui se mettent, et ça c'est pas du contenu généré par un étudiant, c'est du contenu artificiel. Donc c'est quand même, c'est fou, quoi. Bon, voilà. Petite parenthèse sur ChatGPT. On parlait de LinkedIn. C'est vrai que puisque dans le cadre comme je gère aussi les réseaux sociaux pour
Et oui, les clients. c'est ce qu'on allait dire. C'est ça. C'est ce que tu dis. Dans tes expertises aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas intégrer toutes les techniques, toutes les méthodes, je dirais, qui évoluent de marketing moderne. Et LinkedIn, depuis 3 ans maintenant, est vraiment monté en flèche et un support totalement indispensable à toute communication, la fameuse marque personnelle et tout ce qui s'ensuit autour de LinkedIn. Ouais, c'est vrai que même Facebook entreprise a quand même beaucoup diminué en termes de fréquentation, c'est moins crédible. Donc c'est vrai que ce que je gère pour les clients majoritairement c'est du LinkedIn, donc dans la rédaction de posts, dans la rédaction dans la recherche des images appropriées, etc. Après, il y a d'autres réseaux bien sûr qui existent. Il y a du TikTok, ça j'en fais vraiment très peu. Je suis pas fan non plus, et puis c'est pas forcément ma cible. Et puis Twitter, ça reste très institutionnel. J'en dis quasi plus. J'avais encore un client qui était sur Twitter et qui a arrêté son compte. Donc c'est vrai que tout se concentre maintenant sur le réseau LinkedIn, que les gens ne savent toujours pas prononcer. Donc on a du LinkedIn. LinkedIn. C'est assez amusant. Donc c'est ce que je leur dis quand je fais des formations quelquefois dans les entreprises, et c'est ce que je leur dis en premier. On va apprendre à le prononcer. Et après, ça va aller bien déjà. Voilà, mais c'est vrai que c'est un réseau qui est quand même ultra puissant, et sur laquelle nous, tous les deux, on a fait donc il y a 3 semaines un live consacré à Pan et à son utilisation. Et c'est vrai que ça a eu des retombées, et que c'était intéressant de voir que même dans la publication de live, de vidéos, c'est l'outil idéal pour un chef d'entreprise, pour un service com. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Vu qu'on parle ici d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, avec un E à la fin aussi d'ailleurs, entrepreneuse. Je sais jamais comment on dit une femme entrepreneur. Mais c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que alors c'est beaucoup plus évidemment valable, encore une fois, pour des tailles de sociétés qui vont être TPE, PME. On voit pas des CAC 40 ou des patrons de TI qui vont commencer à créer leur marque personnelle à la noix sur LinkedIn. Mais c'est vrai que par contre, on est aujourd'hui comme on est toi en tout cas, tu es experte en marketing et communication. Aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas appréhender tout le champ des possibles avec ce réseau-là, où il y a vraiment des vrais sujets de fond, avec d'ailleurs des techniques qui sont ce qu'on appelle en anglais à la fois inbound et outbound. Alors c'est toujours la même chose. Les Anglais, évidemment, ils ont un mot pour toutes ces choses-là. Nous, en français, l'adaptation, c'est quoi? C'est l'outbound, c'est de la prospection, active. On cherche à contacter les clients. Et l'inbound, c'est quand les clients, en fait, ils viennent directement à toi. Les prospects, les clients, ils viennent directement à toi. Et c'est vrai que LinkedIn permet ces deux aspects-là, en fait, permet de couvrir ces deux sujets-là. Parce que, comme tu le dis, tu peux créer de la prise de parole, tu peux créer ton média, tu peux délivrer de la valeur sur le réseau. Et donc là, tu vas créer ta réputation, tu vas te faire connaître. Et donc, tu vas générer, en fait, on va dire des appels entrants ou des introductions entrantes. Mais tu as aussi, ce que les gens peut-être savent moins, c'est tu as aussi toute la nébuleuse d'outils, dont Sales Navigator de LinkedIn, qui est le moteur de recherche de 930 millions de profils dans le monde. C'est-à-dire que tu peux chercher parmi 930 millions de profils, et donc c'est extrêmement puissant, parce que évidemment tu peux là-dessus opérer, trouver, identifier, cibler. Dans le marketing, il y a le ciblage qui est fondamental, et donc tu peux opérer ici des requêtes, et puis délivrer à tes clients évidemment des listes de contacts, de prospects. Donc ça c'est vraiment indispensable aujourd'hui. LinkedIn, ça fait partie pour moi à part entière des outils et des solutions marketing que les entreprises doivent absolument appréhender. D'ailleurs, toi, en tant qu'entrepreneur,
En fait, tu nous l'as dit, tu as fait ce poste qui limite t'a fait décoller, ou en tout cas à un moment donné créer une vague je dirais d'entraide et de soutien. Donc ça, c'était super. Mais après, t'as continué et tu continues à l'utiliser pour, je dirais, dans ton rôle de dirigeante entrepreneur. Tu l'utilises, Alors oui, bien sûr. Alors comme ça. J'ai pas été le bon élève, parce que forcément les premières semaines et les premiers mois, je me suis consacrée plus au poste de mes clients que au mien. On dit toujours que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Puis là, c'est vrai que je suis revenue à un rythme une publication quotidienne, quoi, forcément, et en essayant d'avoir quelque chose de cohérent aussi, et d'avoir une vraie stratégie de communication. Pas jeter un post comme ça sur un sujet et que ça soit pas cohérent avec autre chose. Il faut que ça soit cohérent aussi avec une actualité du moment. Voilà, c'est un peu tous les secrets, mais c'est tout ce dont on discute avec le client au moment où on veut mettre en place sa propre stratégie. Donc oui, là ça y est, je suis repartie à un rythme de croisière. Alors faut savoir que ça prend du temps, hein. C'est un vrai investissement aussi. Ça prend du temps, faut se former, c'est de la technique, il faut maîtriser la technique. Plus t'en fais, plus tu progresses aussi. Je pense qu'il est important de rappeler aussi que parfois, en fait, on a l'impression que c'est magique, mais en fait, c'est pas magique du tout. Il faut définir ses objectifs, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on cherche à faire avec LinkedIn, hein, parce qu'il y a ce fameux trou noir dans lequel on peut tomber, qui sont la course au like, la course aux commentaires, donc en anglais les vanity metrics, et qui sont pas des choses qui vont t'apporter des clients. Donc il faut vraiment être très au clair, au risque d'être déçu. Il faut être très au clair sur c'est une vraie stratégie Voilà, on peut avoir 10 000 abonnés, mais si on n'en connaît que 10 sur les 10 000, bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ou s'il n'y a pas d'interaction avec les autres, il n'y a aucun intérêt non plus. Donc c'est certain. Mais c'est des vrais leviers. Voilà, c'est sûr que c'est des vrais leviers. C'est aujourd'hui des vrais leviers. Et puis en plus, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est quand même la capacité à avoir une prise de parole et une expression qui est super facilitée, puisque tu peux effectivement organiser les fameux lives, des sortes de webinars qui peuvent être aussi en différé aussi d'ailleurs. Tu as un système de newsletter sur LinkedIn, donc tu as quand même beaucoup d'outils qui permettent vraiment de faire un fameux mix marketing et délivrer comme ça énormément de valeur et servir tout simplement la cause des clients en matière de marketing et de communication. Donc toi, ça c'est vraiment une pièce angulaire, une pièce maîtresse de ton expertise que tu délivres à tes clients. Ouais. Oui, je crois que globalement les clients en parlent tout seuls maintenant. Ils le disent. On n'a pas de LinkedIn, mais il faudrait le créer, il faut qu'on le mette en place. Il n'est pas actif, faudrait s'en occuper. S'en occuper. Ils sont quand même bien conscients qu'il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient présents. Donc et non, mais moi je rebondirais quand même sur le fait qu'effectivement on a eu l'occasion la première fois de discuter via ce biais-là, puisque il y a aussi une messagerie intégrée. Ça c'est quand même c'est bien, on peut rentrer en contact assez rapidement avec la personne et envoyer un message. C'est vrai que ça nous a appris à nous connaître et à regarder ce que chacun faisait pendant des semaines et des mois, et puis de se dire que nos activités étaient quand même complémentaires. Et voilà, je profite aussi du podcast pour te remercier d'avoir partagé avec moi ton expérience et de m'avoir expliqué ton métier, de m'avoir fait comprendre qu'on pouvait aussi travailler à deux et en tant que partenaire, comme on disait tout à l'heure, et que je suis ravie d'avoir été formée sur le logiciel Pont, que je trouve, je l'ai dit tout de suite, j'ai dit pour moi c'est une mine d'or ce logiciel, c'est vraiment, et je pense qu'il a été c'est gentil. Mais si, c'est vrai, je pense qu'il a été sous-évalué. Puisque pour en discuter avec, on parlait tout à l'heure des services RH, pour en discuter avec un service RH,
c'est vraiment un logiciel qui est totalement adapté à l'onboarding. Au lieu de faire un livret d'accueil classique, on peut faire un mini site le fameux livret d'accueil. Le fameux livret d'accueil digitalisé. Qui peut être remis à jour au jour le jour, sans beaucoup de contraintes. Et c'est vrai que, voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais je trouve que c'est un outil dont je suis devenue l'ambassadrice et yes. Il me permet maintenant de communiquer aussi dessus sur les réseaux. Et c'est toujours pareil. Je crois que vendre un produit, quel qu'il soit, c'est facile à partir du moment où on croit en ce produit. On porte le produit, oui, je suis d'accord. Hein. Et si on n'est pas convaincu ou de l'utilité, ou de la technicité, ou de l'aspect du produit, eh ben c'est très compliqué pour le vendre. Mais quand on est convaincu, quand on a un bon produit dans les mains, je trouve que c'est d'une facilité extrême. Donc voilà, j'espère que tous les deux on va réussir. Tu me permets de faire une, tu vois, vu qu'on essaye de transmettre un maximum de valeur et de former à notre petit niveau toute personne qui voudrait entreprendre. Il y a plusieurs sujets qu'on peut approfondir avec ce que tu viens de dire. C'est que il y a clairement l'aspect ne pas sous-estimer en fait dans l'entrepreneuriat quand tu montes voilà une entreprise ou des services ou des concepts et que en plus tu n'as pas d'associé par exemple, on est tous les deux la preuve vivante que les relations d'affaires, le co-business, c'est quand même quelque chose de très important et ça peut vraiment te porter et c'est des rencontres hein, en fait les affaires, l'entrepreneuriat c'est une histoire de rencontres, donc là c'est le premier point, le premier sujet qu'on peut aborder, c'est ça, c'est de se dire attention à être premièrement ne pas hésiter à demander de l'aide, à faire ce que tu as fait, ne pas hésiter à parler, à s'ouvrir vers les autres pour être moins seul, moins isolé, et les résultats sont au rendez-vous puisque tu as effectivement, on le disait, hein, accès à des centaines de milliers de personnes sur toute la planète. Donc ça, c'est pour faire du business, c'est vraiment une super solution. Et puis l'autre sujet qu'on peut évoquer, c'est le fait que quand tu es entrepreneur, en fait, tu es le premier vendeur de ta boîte. C'est-à-dire que en gros, on dit toujours, voilà, c'était le premier vendeur. Alors, ce qui est un vrai sujet, par contre, et un petit tips qu'on peut donner à ceux qui sont plus dans les métiers de la vente, enfin ou du marketing vente, hein, puisqu'encore une fois, nous, on pense tous les deux que faire du marketing, c'est faire de la vente. Hein, le marketing en anglais, c'est mettre sur le marché. Hein, to market, hein, c'est mettre sur le marché. C'est price, promotion, product, etc. Les fameux 4P, hein, pour ceux qui connaissent le marketing. Donc c'est vraiment un acte de vente en soi. Et souvent, on a des commerciaux juniors, etc. qui, si tu veux, ont toujours peur de déranger, ont peur de contacter un prospect, etc. Et en fait, ça n'a pas lieu d'être. Je veux dire, quand tu prospectes un prospect ou tu discutes avec un client, tu dois être, comme tu l'as dit, Sandrine, totalement convaincu de la valeur que tu lui apportes. C'est ça. Ton produit, ton service, je veux dire, t'es pas en train de le déranger. Non, t'es en train de lui apporter de la valeur ajoutée. Ce que tu veux, c'est l'aider. T'es pas là, c'est pas juste, non, mais en fait, moi, je veux juste des clients, puis je veux juste le pognon des clients, et puis c'est tout. Non. Fondamentalement, le vendeur, le commercial, il est là pour apporter quelque chose à son client. Hein, en anglais, on appelle ça le fameux pain, hein, la pénibilité. Quel est le problème du client et parle souvent de vente active ou d'écoute active. Il s'agit de questionner, d'interroger le client, de parler pas de soi, mais de lui, d'être à l'écoute. En général, la règle, hein, c'est que ça doit être limite 70-30, hein, c'est-à-dire que le commercial, il doit poser des questions, il doit parler 30% du temps, et 70% du temps au moins, ça doit être le client qui doit s'exprimer. Il faut le faire, nous raconter quels sont ses ressorts, parce que il faut pas oublier que un prospect, un client, il y a beaucoup de non-dits.
il te dira jamais en fait pour quelle raison réelle il veut telle ou telle chose, etc. Il a telle ou telle pénibilité, et faut pas sous-estimer en fait ce que tu peux apporter à ton client en tant qu'humain. Moi, j'ai eu plein de fois des rencontres où en fait je comprenais à mot, à demi-mot, que finalement la personne en face de moi était en train de jouer son poste ou le prochain jeu des chaises musicales pour passer dans une autre division à l'intérieur du groupe, etc. Et donc finalement, il faut comprendre aussi que il y a tout cet environnement-là qui touche ton prospect, et t'es pas toujours sur quelque chose qui est très limpide ou très clair sur pourquoi voilà tu vas réussir à le signer. Mais en tout cas, je te rejoins, Sandrine, il faut être totalement convaincu. On n'est pas en train de vendre des encyclopédies universalistes en mettant le pied dans la porte, entre guillemets, à des grands-pères et des grands-mères. C'est fini, ça. C'est fini. Il faut vraiment apporter, être un convaincu, impliqué, ou alors il faut enfin, je veux dire, il faut pas le faire, quoi. Je veux dire, moi, j'arriverais même pas à comprendre que un commercial soit en train de refourguer un produit auquel il ne croit pas, ou qui, tu vois, où il n'est pas imprégné du truc. Ça me paraît être la direction vers l'échec assuré. C'était une bonne école. Je pense que Abbott m'a vraiment apporté beaucoup. C'était de la négociation à haut niveau, c'était de la négociation avec les services économiques des hôpitaux, par exemple. Bon, voilà, et c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Donc, il faut être efficace, il faut écouter. Et je me souviens notamment d'une chef de service à l'hôpital de Calais. Donc, elle était chef du service des laboratoires, donc de la totalité des laboratoires. Et elle parlait pas beaucoup, donc l'idée c'était quand même de la faire parler. Donc j'essayais de parler moins qu'elle, et ça marchait assez bien. Et je me souviens qu'à un rendez-vous, donc elle m'avait dit quelque chose d'assez important dans le cadre de sa stratégie de développement, et que j'ai répondu sur cet argument, mais 2 rendez-vous après. Et elle m'a dit, mais je vous en avais parlé? J'ai dit oui, mais elle dit, ça veut dire que vous m'avez écouté. Mais comme si c'était vraiment, et là j'ai dit, bah ouais, voilà. Comme si ça lui arrivait pas souvent, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Ça fait très longtemps, et je crois que ce jour-là, je me suis dit, écoutez, c'était 90% de la vente. Donc voilà. Après, on a cette appétence aussi ou pas, ou cette compétence aussi pour l'écoute, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Hein, il existe encore des vendeurs un peu cow-boys, hein, on en voit encore. Hein, mais oui, puis ça dépend beaucoup, Sandrine, de en fait quel est ton marché, quel est ton secteur, et puis quel produit ou service tu vends. C'est ça, c'est qu'il y a autant de, on pourra dire ce qu'on veut, mais il y a des grands processus de vente, les grandes méthodologies, les manières de faire, etc., des techniques de vente. Mais après, évidemment, tout ça est spécifique à un secteur d'activité, la manière de faire, un métier, etc. Oui, bien sûr. Ça, on pourra. Le secteur, il faut être à l'écoute, effectivement, et il faut être professionnel. Et il faut pas que ce soit du one shot, c'est-à-dire on vend pas une fois et après on revient plus. Non, on vend et après on assure un suivi, ce fameux suivi dont on parlait tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment ça. Pour moi, le processus de vente, il est là. Et pour faire un client satisfait. Hein. Mais quel que soit le domaine. Oui, je pense que c'est le cas. On parle d'ailleurs. Je suis embêté parce que ne me viennent à l'esprit que des mots en anglais. Moi qui baigne dans cet univers de la tech, du digital à la noix et des startups et tout ça, je cherche mes mots parce que moi j'ai pas de problème. Je suis tellement habitué, mais je voulais parler de la LTV, la lifetime value du client. Je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est effectivement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le client, une fois que tu l'as signé, tout commence, quoi. C'est pas genre j'ai signé, hop, je me lave les mains et puis je passe à autre chose. Non, surtout pas. C'est-à-dire que il est beaucoup plus facile et rémunérateur de faire signer plus ton client déjà acquis que d'en trouver de nouveaux. Et ça, on l'oublie trop souvent. On se dit, tiens, il faut que je trouve des nouveaux clients, mais en fait, t'occuper des clients que tu as déjà, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable souvent. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des situations. Il y a déjà un travail qui est fait puisqu'on le connaît déjà. Donc, il n'y a pas à l'apprendre à nouveau, à le connaître à nouveau.
Ça, c'est vraiment des rouages. Non, mais en fait, je dis, tu vois, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais je me rends compte que effectivement ton parcours double de salarié entrepreneur maintenant avec donc des sujets d'expertise qui sont donc communication, marketing et vente, parce qu'en fait tu maîtrises ces trois aspects-là. Ça fait de toi, je dirais, un couteau suisse, mais à très haute valeur ajoutée pour tes clients, pour les entreprises que tu peux accompagner, ouais. Alors, on va faire un petit extrait de cette vidéo et on va passer ça en boucle pour que les clients n'entendent que ça. Écoute, et si jamais yes. on vient de chercher du travail, peut-être qu'effectivement, ce que tu viens de dire. Oui, et puis ce qu'on dit souvent, vu qu'on est là pour encore une fois, c'est vrai que moi j'ai créé ce podcast dans un esprit de inspirer, motiver, transmettre un maximum d'informations et de valeurs à tous ceux qui veulent entreprendre. C'est vrai que ce qu'on peut dire aussi, c'est que le premier sujet d'un entrepreneur, en fait, c'est les clients. C'est-à-dire que c'est quand même la première chose à faire. Ça a beaucoup changé, ça, par rapport à qu'il y a quelques années de ça en arrière. Encore une fois, moi, je parle pour ce que je connais, qui est cet univers-là de l'innovation, du digital, des startups, etc. Pendant très longtemps, on a les gens que je croyais et que je rencontrais, et même moi, je l'ai fait. En fait, on travaillait sur un produit, sur un concept, sur un service, sans aller se confronter au marché. Tu vois ce que je veux dire? Sans chercher à interroger les clients, etc. Et en fait, ça, c'est le retour de flamme assuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand t'es entrepreneur, que tu veux te lancer, la première chose à faire, c'est le client, quoi. C'est aller interroger, aller parler, aller présenter ton idée, ton concept, recueillir en fait des retours et s'occuper du client, quoi. Ouais. C'est pas d'aller boucler ton business plan à 3 ans ou 5 ans, c'est pas de faire des tableurs Excel, c'est pas d'ajouter des fonctionnalités à ton truc et tout ça. Mais non, tu sais même pas si le marché, tu vois, où les clients ont besoin et attendent ton produit. Donc ça, c'est vraiment le client au centre. C'est vraiment la base de chez base. Quand tu es entrepreneur, la première chose que tu dois faire, c'est battre le pavé, prendre ton téléphone ou ce que tu veux et aller à la chasse aux clients, quoi. D'ailleurs, toi, c'est ce que tu vis, là maintenant, hein, puisque t'as sauté là dans cet univers de l'entrepreneuriat et tu vois bien que bon, t'as eu une sortie de route avec l'agence. Maintenant, tu t'es repositionné et remonté, mais plus que jamais, ta force vive, c'est le client, c'est les clients, tes clients, et puis les nouveaux que tu attires et que tu vas adresser. Qui font vivre mes partenaires aussi. À côté. Et ce n'est pas sale, tu vois ce que je veux dire, Sandrine? Oui, et ce n'est pas sale. C'est genre, parce que moi j'ai toujours l'impression que tu sais, on a ces espèces d'images d'Épinal avec le vendeur là, qui est comme tu dis, un cow-boy bidule qui te force la vente et tout ça. Mais non, la vente, on dit que c'est le plus beau métier du monde. Moi je crois que oui. Depuis l'aube des temps, le troc, la négociation, la discussion, la vente, c'est pas sale. Au contraire, c'est voilà. Vendre un produit quel qu'il soit. On vend une expérience, on vend une expertise aussi à côté. Donc c'est pas juste on vous a vendu le produit. Et non, il y a tout un contexte autour. C'est ça aussi. Donc c'est pour ça effectivement, oui, tu dis c'est pas sale. C'est vrai, c'est quelque chose de très complet qu'on offre aux clients. Et je vais juste parce que je pense qu'en termes de conclusion aussi, je vais reprendre. Je crois qu'il faut dire aux jeunes qui se tâtent pour entreprendre ou être salariés. À l'heure actuelle, être salarié, ça les branche plus trop. Ils ont envie d'être indépendants, de pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent quand ils ont envie. Et effectivement, il faut pas hésiter. C'est bien aussi de rentrer dans une entreprise et puis de connaître le fonctionnement de l'entreprise avant de se lancer. Ça, je crois que c'est un autre aspect. C'est pas on peut avoir plein d'idées dans la tête, des nouveaux produits, l'envie d'entreprendre, mais une formation de base dans une entreprise, c'est quand même appréciable avant de se lancer.
crois que voilà, on apprend. C'est très malin, hein. C'est très malin ce que tu viens de dire là, parce que c'est vrai que il faut quand même pas oublier. Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que en fait, j'ai commencé dans la vie professionnelle en créant ma société, donc je suis pas passé par la case salarié, mais il faut quand même se rendre compte. Je peux témoigner ici. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne connais rien sur tous les aspects de la finance, la compta, la trésorerie, les RH, le recrutement, rien. Tu ne connais rien sur rien d'aucun métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, à l'époque, je me rappelle, ma première start-up, mais je faisais des tours d'horloge. Je bossais genre de 7 heures du matin à 2 heures du matin, du lundi au dimanche. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Ça veut dire que, en fait, je ne connaissais rien à rien, donc je devais apprendre. Et encore, on était en 98, hein, c'était pas maintenant. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas j'apprends tout sur Internet, etc. Donc, il faut quand même se projeter que l'expérience d'être passé salarié dans une entreprise, d'avoir vu de l'intérieur les rouages d'une entreprise, comment ça fonctionne, c'est considérable comme avantage, comme atout pour ensuite être capable de monter une boîte. Parce que tu vois, moi parfois je tombe sur des jeunes entrepreneurs qui ont tout simplement des trucs qui moi me paraissent aberrants maintenant, mais en fait qui parfois me disent mais en fait comment on fait une facture? Comment on fait une facture? Comment on fait un devis? C'est quoi les mentions qu'on met dessus? Comment on relance un impayé, etc., etc. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si t'es pas passé dans une entreprise et que t'as pas pu voir que il y avait une comptabilité, une émission de facture, je paye une facture, les notions de TVA, etc. Tu peux te faire une descente aux enfers parce que tu vas devoir te prendre de plein fouet en fait tout en même temps. C'est-à-dire que tu dois créer ton entreprise, tu dois délivrer ton idée, ton concept, ta prestation, c'est soit une prestation de service, soit un produit, peu importe, mais tu as tout le reste que tu dois aussi traiter. Et donc ça, oui, c'est comme se lancer, tu vois ce que je veux dire, c'est comme se dire allez hop, je me fais l'Everest, et en fait t'as jamais fait de l'escalade ou de l'alpinisme à 2500 mètres. Ah bah là t'as pas compris ce que c'était, hein. Monter à 4006, 4008, c'est pas la blague, hein. Donc ça c'est vrai. Tout est faisable. Pour moi, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, l'erreur, elle est permise pour tout le monde. Donc, on peut aussi avoir construit quelque chose, y avoir cru, et puis un jour, on se rend compte qu'on n'a pas fait le bon choix, ou on s'est trompé, on n'est pas bien parti, on a raté des choses, et je crois qu'il faut aussi accepter. Ça fait partie de la résilience, ça accepter le fait de s'être trompé, de ne pas avoir, on va dire, touché ses rêves, et puis se dire, c'est pas grave, c'était une expérience, c'est pas un échec, c'était une expérience, j'ai essayé. Donc on a déjà beaucoup de mérite, je trouve, d'avoir essayé et de ne pas avoir réussi. Je crois qu'il faut pas se dévaluer à ce niveau-là. Moi, j'ai un de mes amis qui m'a fait beaucoup de bien en fait le soir du fameux post là LinkedIn, et qui était en plus mon propriétaire dans les locaux de l'agence, et qui m'a dit je ne veux pas te voir longer les murs et je veux te voir lever la tête. Et ça fait un bien fou. Ouais, c'est ça. On baisse pas les oreilles, voilà. On baisse pas la tête, quoi. C'est ce qu'il m'a dit. Tu n'as pas à te reprocher quoi que ce soit. Tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. Je ne veux pas te voir longer les murs. Mais c'est impressionnant, comme ça peut faire beaucoup de bien, et de se dire, mais automatiquement, j'ai redressé les épaules et j'ai relevé la tête en me disant, c'est vrai, j'ai pas honte. C'était plus ou moins, d'ailleurs, ça me fait penser que c'était plus ou moins peu ou prou à peu près ce que je t'avais envoyé comme message privé, où je te disais si t'as besoin de quoi que ce soit, on y va, on fonce, on va trouver une manière de repartir à entreprendre quelque chose, quoi. Et je t'avais suggéré d'ailleurs voilà, maintenant on est X mois plus tard, effectivement c'est une interview un peu
peu particulière puisque tu es l'invité de ce podcast, mais nous sommes depuis devenus effectivement, on a dit ce qu'on allait faire et on fait ce qu'on a dit. Donc on est désormais partenaire et effectivement c'est comme quoi c'est important. Ouais, je suis d'accord. Donc tu pourras peut-être mettre, je sais pas si tu pourras le mettre en sous-titre de ce podcast, mais tu pourras mettre aussi le lien de l'application PAN pour que tout ce qu'on a pu évoquer là depuis un petit moment d'ailleurs. Écoute, l'heure entre deux. Alors, il faut savoir d'ailleurs, tu me donnes la possibilité de rebondir puisque moi je vais fêter les 1 an de ce podcast. Donc petit disclaimer là, ceux qui écouteront cet épisode, voilà, ils auront cette information. Je vais fêter les 1 an. Je vais fêter les 1 an du podcast Je ne perds jamais. Il y aura quasiment 35 épisodes. Ah oui, c'est bien. Il y aura 35 épisodes, donc 35 épisodes en 1 an. J'ai pas chômé et tu fais bien de dire que Pan est mon propre sponsor, c'est-à-dire que je suis en autofinancement, d'accord. Ce podcast, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le paye, c'est moi qui le finance. En l'occurrence, Pan. C'est le sponsor, c'est Pan. C'est le logiciel Pan. Donc effectivement, à la limite, j'ai le droit d'en parler. Je le faisais pas plus que ça parce que tu vois, j'ai toujours un peu de velléité entre guillemets de faire de l'autopromotion, etc. Mais je crois que à la limite, j'ai tort. Je crois qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas à rougir. Il n'y a pas à rougir. Ce logiciel Pan, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Qu'est-ce que c'est que les 4 lettres PAON, puisqu'on va forcément avoir la question. Pan. Et oui, on fait le Pan, on fait le beau. Alors déjà l'allégorie de Pan, ce qu'on peut dire, c'est que le Pan, vous savez, il y a la joute amoureuse, il déploie c'est son plumage pour faire le beau, pour faire le Pan. Donc ça m'allait bien ce symbole là, puisque au départ Pan est une idée qui m'est venue parce que dans mon métier d'agence conseil et développement depuis presque 20 ans, on passe notre vie à faire quoi ? À faire des présentations commerciales en fait. Le métier de mon métier en l'occurrence, c'est de présenter nos services aux entreprises clientes. Et donc dans ce cadre-là, on est amené à faire énormément de ce qu'on appelle des propales. Le petit jargon, c'est la propale commerciale, des réponses à appels d'offres. Et donc Pan, ça nous est venu l'idée parce que en fait ça permettait de répondre de manière à ce qu'on appelle des consultations. Sandrine, c'est toi qui m'avais parlé de ce mot-là, la notion de consultation, une entreprise qui fait une consultation, qui cherche un partenaire, un prestataire de service. Ça permet de répondre à des consultations de manière numérisée. Donc nous est venue l'idée de créer Pan, qui signifie plateforme d'appel d'offres numériques. PAON. Voilà. Et parce que effectivement, ça permet à des équipes commerciales en entreprise, notamment, parce qu'on a vu qu'après ça peut évoluer sur d'autres sujets. Ça permet de créer des sites web, ça permet de faire des choses en RH également, etc. Mais en tout cas, la genèse de départ, c'était des équipes commerciales qui, au lieu de fabriquer des documents, des présentations, des PDF, des PowerPoint, etc., génèrent de manière très rapide, un Pan. Et donc un Pan, je fais le beau, je me différencie, je me démarque de la concurrence et je close surtout, je signe les clients grâce à des présentations qui sont interactives. Donc Pan, c'est ça, c'est la fameuse plateforme, même si c'est un mot technique, mais en gros c'est une solution de no-code. On peut peut-être le signaler, c'est que il n'y a pas de connaissances techniques à avoir, il n'y a pas besoin de faire de la programmation, du développement. C'est toute personne pour tout le monde, toute personne à la souris. Avec sa souris, tout simplement, on va créer des pages, on va mettre en page, et ça prend la forme de quelque chose qui est interactif, qui est multimédia. Donc c'était la petite minute sponsor, de Pan. Je l'avais pas fait, mais bon voilà, comme on est partenaire officiel, écoute, merci, je profite de ton interview pour présenter Pan. Écoute, super intéressant tous ces apprentissages qu'on a eu sur ton parcours d'entrepreneur compliqué quand même, parce que alors moi je peux le dire parce que je le sais suite à
à nos échanges. C'est difficile. Tu as eu des moments, des passages vraiment difficiles. Ta vie a même été en danger à un moment donné. Oui, et donc ce que je voulais louer. Ce que je voulais saluer et louer, c'est ta résilience, c'est le fait de se reconstruire, de se remonter, de délivrer. Vraiment, entrepreneur, c'est vraiment je dirais peut-être pas une vocation, mais en tout cas, c'est dans ton cas un vrai ta vraie étoile du Nord. T'as envie de faire ça, t'aimes faire ça, et je pense que c'est tout à ton honneur. J'aime écoute. Alors ça peut être paradoxal parce qu'on se dit là je vois moins de monde qu'avant. Non, c'est pas vrai. Je vois tout autant de monde qu'avant, puisque j'adore aller voir les clients, j'adore rencontrer les gens dans les réseaux d'affaires. Donc ouais, non, je suis sur le terrain. J'ai été formée à ça, et je crois que voilà, un peu comme Molière est mort sur scène. Je crois que je ferai pareil. Alors, est-ce que c'est une question un petit peu traditionnelle que je donne à mes invités en toute fin, vu qu'on est dans un podcast qui loue et qui sublime l'apprentissage. J'avais envie que peut-être tu nous dises, toutes ces jeunes générations maintenant ont accès à une connaissance qui est disponible partout sur Internet, notamment sur le web. Est-ce que toi, tu aurais comme ça des sources d'informations, de formation, des trucs que tu voudrais partager avec nous? Un livre, un film, même, ça peut être une série ou n'importe quoi. Est-ce que quelles sont tes sources comme ça, ou est-ce que tu pourrais nous en donner un truc qui te paraît, incontournable pour toi dans ta manière d'apprendre les choses ou de faire les choses? Alors souvent, moi, je fonctionne beaucoup à l'intuitif. Donc c'est vrai que... Tu lis d'ailleurs? Est-ce que tu lis? Alors je lis beaucoup de choses sur les relations humaines. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Notamment, je crois que j'ai fait un post il y a pas très longtemps sur tout ce qui était communication verbale et non verbale. Et alors, bienveillante, t'as rajouté bienveillante ou pas dedans? Bienveillante. Et ce que j'aime, c'est un peu, j'aime bien l'aventure aussi. Donc, si je tombe sur un article, donc là plutôt sur Internet, de ce fait-là, sur un article qui m'intéresse et qui va me porter, j'ai tendance à regarder les liens qui en découlent, et puis à lire un autre article, etc. Mais quelquefois, ça peut me prendre la moitié de la nuit. Donc voilà, ma source, elle est en priorité digitale, pour revenir à notre point de départ. Même si je reste traditionnelle en lisant des livres, c'est vrai que j'aime aller chercher les informations sur Internet. J'ai aussi cette curiosité, c'est-à-dire que quelquefois, s'il y a un mot que je ne connais pas, si j'entends un mot que je ne connais pas, parce que bon, voilà, ça arrive à tout le monde, ou que j'arrive pas à bien définir, ou une nouvelle notion, donc tout de suite quand j'ai entendu ChatGPT, hop, j'ai pas pu m'empêcher, il a fallu que j'aille voir. C'est vraiment mais c'est vrai que c'est ça, quoi. Je crois que c'est avoir cette curiosité en soi. Et je pense que les jeunes ne le sont peut-être pas assez à l'heure actuelle, alors qu'ils ont par contre tous les outils sous la main. Donc, oui, faut pas hésiter. Tout ce qu'il faut. Voilà, il faut pas hésiter. Alors c'est vrai que c'est quelquefois un peu difficile d'aller ouvrir un livre. Je vois, moi, mes enfants lisent beaucoup moins que ce que je lisais et ce que je lis encore. Moins. J'ai eu une période, là, forcément, les derniers mois, avant que tout se mette bien en place et que tout roule, on va dire. Je lisais moins, mais j'étais quand même beaucoup sur Internet. Donc l'idée, c'est ça, c'est pour moi, tout passe par la curiosité, l'envie d'apprendre. Et je crois que tu me tends la perche pour faire indiquer en fait pourquoi à l'origine j'ai créé ce podcast Je ne perds jamais, qui est que toi et moi on est d'une génération où en fait posséder l'information, c'était avoir le pouvoir sur les autres. Et nous, enfin moi en tout cas, toi je sais pas, mais moi ma génération, quand j'ai commencé à entreprendre, que j'ai créé mes sociétés, etc. Clairement, mais j'ai été
seul au monde. Personne m'a tendu la main. Il n'y avait pas BPI, il n'y avait pas French Tech, il n'y avait rien. On n'était pas du tout dans une culture du co-business, des partenariats. C'était tout le monde se regardait en chien de faïence et c'était à qui mieux te mettait des bâtons dans les roues, à qui mieux possédait une information que toi tu n'avais pas et qui prenait l'ascendant sur toi. Donc c'est vrai que ça c'est quand même, ça m'a marqué, ça m'a profondément marqué. Et donc c'est vrai que moi je suis parfois un peu étonné de me dire waouh, mais c'est la caverne d'Alibaba Internet, quoi. Je veux dire, le web, sur YouTube, tous ces créateurs de contenu qui délivrent toute cette valeur-là. Mais nous à l'époque, on était vraiment genre avec un bout de ficelle, un morceau de bois au milieu de la forêt. Et puis vas-y, des verdidiches, il faut monter tout de A à Z, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est important. C'est important de le signaler. C'est vraiment ce qui m'a donné envie de créer ce podcast. Moi, je suis persuadé, intimement convaincu que voilà, c'est par l'entreprise, par l'entrepreneuriat que on fait et on va faire de grandes choses, et notamment qu'on va avoir de l'impact sur ce qui est en train de nous arriver avec cette planète qui souffre. Et donc c'est vrai que moi je suis intimement convaincu. Je me suis dit, je lance ce podcast parce que je veux vraiment que ce soit une source d'information, d'inspiration, de formation, d'apprentissage. Je ne perds jamais, quoi. C'est y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Il faut apprendre de tout le monde, de tous les autres, et avec tout ce qui est à notre disposition. Alors c'est je ne perds jamais, et puis comme mot de la fin, je dirais même faites-vous confiance. C'est vraiment ça. C'est ayez confiance chaque jour en tout ce que vous pouvez faire. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne action au bon moment, mais ce que vous faites c'est bien. Voilà, et ça servira toujours. Donc, de toute façon, Sandrine, le seul moyen de savoir et d'avancer, c'est de faire. Tu sais pas, je veux dire, si tu te trompes pas, tu peux pas savoir. Donc il faut faire, il faut exécuter, il faut faire, il faut se lancer. Tu vas te tromper, et tant mieux, parce que se tromper, c'est apprendre. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc le seul moyen de faire, c'est d'avancer. Et puis cogiter, tu vois, ouais, mais je ferai quand je serai prêt. Mais non, ça sert à rien. Je veux dire, tu seras jamais prêt à ce qui va se passer quand tu exécuteras pour de vrai le truc. Donc c'est pas la peine de procrastiner, de passer trop de temps à me dire je me prépare, parce que malgré toute la préparation que tu auras, quand tu vas te lancer, il va arriver des trucs qui n'étaient pas prévus et qui se passeront pas comme c'était prévu, etc. Donc la meilleure manière d'avancer, c'est vraiment ça, c'est vraiment de faire et de pas attendre. Ça sert à rien de repousser, je le ferai plus tard, quand je serai plus prêt. Non, on sera jamais prêt, en fait. Donc il faut y aller, il faut se lancer. Alors tu sais que j'ai une petite question secrète de toute conclusion que j'ai rajoutée de ces dernières interviews. C'est la suivante. Comme ça m'intéresse ça. Tu t'y attends pas en plus. Ouais, c'est si tu avais un chèque en blanc, vraiment un chèque en blanc, c'est-à-dire t'as aucun problème d'aucune sorte d'argent, d'accord? Tu peux faire ce que tu veux. Quelle serait la société que tu aimerais racheter ou la société que tu aurais aimé créer? Et là, il y a un grand blanc. Quel que soit son prix, tu vois ce que je veux dire, même si c'est Apple et ça coûte 2000 milliards, quoi. Tu t'en fous, t'as un chèque en blanc. Donc t'as un chèque en blanc, voilà. Est-ce qu'il y a comme ça une boîte, une entreprise, tu vois, qui pour toi, voilà, est emblématique ou peu importe, voilà, quel serait ton rêve, tu vois, je veux dire, ton rêve de boîte, une boîte, tu me dis, tiens, j'aurais vraiment, allez, je la rachète, ou alors j'aurais voulu la créer, cette boîte-là. Il y en a une? T'as le droit de réfléchir. Hein. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, parce que j'allais dire, il y en a quand même peut-être beaucoup. Mais qu'une, t'as pas le droit d'en acheter 4 ou 5. Hein. C'est un chèque en blanc, mais c'est qu'une seule. Hein. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé racheter? T'aurais dû me l'envoyer avant, celle-là, quand même. Ah bah non, c'est le jeu. Hein. J'aurais au moins pu préparer. C'est le jeu.
Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Donc, alors. Tout créer, tu vois ce que je veux dire, ça peut être une société, tu as des moyens illimités, et donc si tu avais des moyens illimités, quel genre d'entreprise t'aimerais créer? Tu vois ce que je veux dire? Moi, la dernière fois, j'ai eu comme ça une interview où la personne me disait, en fait, j'ai pas envie de racheter voilà qui que ce soit. Par contre, si j'avais des moyens illimités, voilà ce que je ferais. Donc ça, c'était intéressant de voir quel était vraiment voilà l'étoile du Nord là, ce qui guidait cet entrepreneur, c'était assez incroyable. Ouais. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être soit tu rachètes quelqu'un, soit tu crées quelque chose. Qu'est-ce que tu auras envie de créer très sincèrement, je crois que j'ai trouvé ma voie. Donc ça, c'est la première chose. Je crois que j'ai vraiment trouvé ma voie en ayant fait un parcours de la biologie, oui. au commercial, au marketing, à la communication. Et en fin de compte, en ayant un bon mix de tout, je crois que je serais quand même bien restée là-dessus. Et peut-être justement avoir créé une espèce de franchise avec un système très similaire dans différents pays. Parce que je vois là, il y a un côté très pour avoir de l'impact partout, quoi. Oui, pour avoir de l'impact partout. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de travailler pour l'Europe, le Moyen-Orient. Donc c'est quand même des façons de communiquer qui sont totalement différentes selon les pays. On parlera même pas de l'Angleterre, là, on est sur quelque chose de complètement à part. L'Italie, où là c'est un feu d'artifice parce que chacun fait un petit peu ce qu'il veut comme il veut. Et, enfin bon, mais du coup j'ai un peu appris à communiquer avec ces différents pays. Les pays du Moyen-Orient, c'est encore autre chose. Et ça, je pense que j'aurais bien aimé. C'est même plutôt ça. Si j'avais eu les moyens, c'est peut-être ça que j'aurais fait. C'est d'avoir une espèce de concept. C'est ce triptyque. Ce triptyque communication, marketing, vente, ce triptyque il est là, et puis trouver un moyen de le diffuser, d'apporter ça à un maximum d'entreprises sur la planète. C'est ça. Puis j'aime beaucoup ce côté international aussi. Donc tu sais que ce qu'il reste à faire, hein. Il n'y a plus qu'à monter un conglomérat, un groupe global. Voilà. La prochaine étape, du coup, Patrick. Voilà, déjà on a une super solution logicielle qui couvre déjà communication, marketing et vente. Donc déjà on est bon. Même RH d'ailleurs, même la partie et RH. Donc déjà on est pas mal. Donc déjà on peut aller faire le beau là, on peut aller faire le pont là. Bon écoute Sandrine. Merci pour ton invitation. Nickel. J'étais ravi de te retrouver sur ce podcast. Tu fais partie de la saison 1 qui se termine là le 30 mai. Voilà, jour de mon anniversaire. J'arrête pas de dévoiler des trucs, dis donc, avec toi dans cette interview. Donc c'est le 30 mai. Voilà, c'est mon anniversaire et donc j'aurai bouclé un an de podcast avec plus de 30 interviews d'entrepreneurs. Voilà, dont toi, Sandrine. Donc je suis franchement ravi. C'est pas fini, je vais continuer et je vais même augmenter, améliorer le concept. Je vais commencer à petit teaser, petit teasing. Je vais commencer à délivrer du contenu, de la valeur sur toutes les formes d'entrepreneuriat en faisant des épisodes de formation et d'information et pas seulement des interviews. Donc voilà, vous l'apprenez en exclusivité sur cet épisode. Et puis, donc, on va se retrouver. Ça sera la saison 2. Voilà, ça sera la saison 2. Moi, je suis pas en année civile, là. C'est de mai à mai. Donc, voilà, le 30 mai, 1er juin, eh bien, la saison 2 va démarrer de Je ne perds jamais. Et vous allez voir, on va continuer à apprendre. On va continuer à apprendre plein de choses. Et donc, ça sera avec vous qu'on construit tout ça. Donc, écoute, moi, je suis hyper content de enfin discuter, donner la parole, croiser tout un tas d'entrepreneurs, hommes et femmes. J'ai beaucoup de femmes d'ailleurs. J'ai eu une première saison. Il faudrait que je compte, je ferai le bilan là. Mais j'ai eu plus de femmes que d'hommes et je trouve ça vraiment super enrichissant parce que vous avez des approches en plus différentes du business, de la manière de faire et je trouve ça vraiment très 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 sympa.
Donc écoute, on va continuer comme ça. Donc écoute, voilà, merci Sandrine. On se retrouve sur les réseaux. Un très grand plaisir. Bonne route. Et puis voilà, si on veut un café, une chaise, il y a plus qu'à t'appeler. C'est partout. Il y a pas, faut pas forcément habiter à Arras ou les Hauts-de-France ou le Pas-de-Calais. C'est ça. On couvre partout. On couvre partout. Du coup. En plus, tu as même maintenant nos amis belges qui peuvent faire appel également à tes services. Donc de toute façon, tu as du pain sur la planche puisque tu veux monter un conglomérat, un grand groupe de international. Donc il faut y aller. Bon, merci beaucoup, Sandrine. À bientôt. Bye bye. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.